Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une decklist mais plutôt de l'ensemble des decklists que vous pouvez rencontrer dans Lorcana, tout du moins si vous le consommez de manière compétitive évidemment. Mais avant de passer au contenu de la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie tous chaleureusement. Comme d'habitude, les decklists se trouveront en description de vidéo si jamais une a particulièrement retenu votre attention ou si vous voulez aller l'analyser plus en détail. Tout comme mes réseaux sociaux, vous connaissez la chanson maintenant et on passe immédiatement à l'analyse de la méta du 7-3. On commence par le deck qu'on ne présente plus, évidemment, il s'agit du rouge-violet Boons Control. Il y a plein de versions possibles, des versions plus ou moins contrôle, des versions plus ou moins aggro. Moi je vous présente une decklist qui moi me parle. Après forcément il y a plein de petits ajustements à faire en fonction de votre méta, du moment de la saison, des decks en présence, des decks qui sont à la mode, des decks qui au contraire le sont moins. Vous pouvez adapter en fait votre façon de jouer en fonction. Donc ce deck, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un deck rouge-violet qui base sa mécanique sur la mécanique du bounce du violet, évidemment, d'où son nom. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Les Madame Mime, Renard et Serpent vous permettront de remonter en main plein de choses, notamment les Merlin Lapins qui vous permettront de, quand ils arrivent en jeu et quand ils quittent la zone de jeu, vous permettront de piocher. Vous avez donc un moteur de pioche assez fantastique. Vous avez également un moteur de l'or à distance grâce à le Merlin Chèvre, pardon, qui pareil, lorsqu'il entre en jeu et lorsqu'il quitte la zone de jeu, vous fera bénéficier d'un de l'or. Sinon, pour votre début de partie, vous allez pouvoir jouer Rafiki, combattant mystique, qui est plutôt défensif puisqu'il devient une 3-2 dès lors qu'il attaque, une 0-3 quand il défend. Ce qui est bien, c'est que du coup, ces petits T1, les Olaf et la Mini que vous connaissez certainement, des 1-3 toutes simples, en fait, vous allez pouvoir les jouer T1 au cas où votre adversaire vous embête. Si jamais vous n'en avez plus besoin, au T2, vous pouvez très bien les remonter avec Madame Mime, Renard, Serpent ou Renard d'ailleurs, T3, ce qui va vous permettre de les ancrer au tour d'après et donc de recycler un peu ces cartes plutôt que de juste les envoyer à l'aventure pour un de l'or et de les perdre. Quoique un de l'or, vous me direz, c'est toujours ça, mais disons que voilà, vous allez pouvoir recycler vos cartes, continuer à faire de l'encre tout en ne gaspillant pas, si je puis dire, vos cartes plus late qui pourraient vous servir à ce moment-là. En gros, vous jouez au T1 des cartes qui vous servent au T1. Si vous en avez plus l'utilité, vous pouvez éventuellement les remonter en main pour les ancrer. C'est tout simplement super fort. Ensuite, vous allez jouer les Cusco au T2 qui vont vous permettre de continuer à piocher. On joue plus, tout du moins certaines listes ne jouent plus les maléfiques à 3 qui faisaient piocher 1, qu'on connaît depuis le set 1. Vous avez également le Merlin Crabe. Alors lui, il est plutôt pareil pour aller chercher des trades, pour aller taper un lieu par exemple qui vous embêterait, puisque lorsqu'il arrive en jeu ou lorsqu'il quitte la zone de jeu, vous allez pouvoir donner offensif plus 3 à un personnage de votre choix. C'est très fort du coup avec une Madame Mime. Vous pouvez poser votre Merlin, ou avoir votre Merlin Crabe sur le board, le remonter en main, donner plus 3 à votre Madame Mime, ce qui fait qu'elle peut aller chercher les châteaux de la reine ou tout lieu à 7 en face. La très bonne carte du set 2, la Mini, surfeuse élégante, et bien évidemment là, elle permet à elle seule de clore certaines games, de prendre l'avantage assez facilement en termes de lore. C'est une 1-3 pour 3 ancrables qui lore 2 et qui est insaisissable. Très bonne carte évidemment. Cette decklist là joue
un seul Jim Hawkins, vous n'êtes pas obligé, mais vous vous en doutez, s'il y a un Jim Hawkins, il y a forcément des lieux. Les lieux, ce sera évidemment le château de la reine qui vous permet de lorer 2 passivement, et si vous y attachez un personnage, si vous déplacez un personnage sur ce lieu pour 1, vous allez piocher une carte par personnage sur ce lieu au début de votre tour. C'est encore une fois un moteur de pioche très intéressant, donc on apprécie. Le Jim Hawkins, lui, c'est une 4/4 qui lore 2 pour 5 ancrables et qui vous permet, lorsque vous jouez ce personnage, de jouer un lieu gratuitement coûtant 4 ou moins, évidemment, et de le déplacer dessus. Donc évidemment, vous allez, si vous le jouez comme ceci et que vous avez le château de la reine en main, vous allez jouer le Jim Hawkins, poser le château de la reine gratuitement et déplacer Jim Hawkins dedans. C'est assez pénible pour les adversaires. Ensuite, on a évidemment l'irremplaçable Maui, une 6/5 charge combattant pour 5 ancrables, la carte de défense par excellence depuis le set 1 qui est toujours là et qui est toujours aussi forte et menaçante, notamment pour aller chercher les lieux adverses. Si vous avez un crabe, là vous pouvez aller chercher le manoir du Picsou en une seule fois. Ensuite, on joue des cartes un peu plus défensives, plus contrôle, avec 3 Madame de Tremaine qui permet de se débarrasser d'une créature adverse. Bon, c'est l'adversaire qui va choisir la carte qu'elle va détruire, qu'elle va bannir, mais si tant est que vous arrivez à le faire que l'adversaire se retrouve à poser une carte, enfin n'avoir qu'une carte sur le board, vous pouvez la cibler évidemment avec Madame de Tremaine. Pour compléter ce choix de cible potentielle, on va jouer des Madame Médusa qui, elles, par contre, vont cibler spécifiquement les personnages adverses qui ont 3 d'attaque ou moins seulement. Ça va très bien chercher évidemment la bête grise que l'on a vu dominer de la tête et des épaules le set 2, qui est encore très très présente, et donc cette Madame Medusa est très forte pour gérer un peu le board adverse. Cibler plus spécifiquement les personnages qui ont 3 d'attaque ou moins, ça cible plein de choses, les Robins des Bois, enfin j'en passe, j'en oublie certainement. Pour s'assurer de la pioche et une main remplie et donc beaucoup de choix pour gagner la partie, récupérer du tempo, reprendre le board ou autre, vous allez jouer évidemment 4 mes amis de l'au-delà, moteur de pioche par excellence du violet depuis le set 1, toujours présent, et on est très content de l'avoir. Et enfin un Rasboard, le Rasboard emblématique du rouge et de l'Orcana en général, le Soyez Prête, qui vous permet tout simplement pour 7 de bannir tous les personnages du champ de bataille. C'est très très fort, ce deck a fait ses preuves, il marche toujours aussi bien en tournoi, on le retrouve évidemment souvent dans les tops. Pourquoi est-ce qu'il marche si bien? Eh bien parce qu'il n'est pas si compliqué à jouer que ça. Sa force brute n'est peut-être pas la force brute la plus élevée de tous les decks que je vais vous présenter, mais en tout cas à piloter il est plus facile, ce qui fait que vous aurez certainement un meilleur niveau sur ce deck là plutôt que sur le deck que je vais présenter juste après, et qui pourtant est intrinsèquement plus fort je pense. Je veux parler bien évidemment du deck chanson gris-jaune qu'on voyait un peu moins, n'en déplaise à certains. Il était un petit peu moins sur le devant de la scène, mais il semble avoir retrouvé ses gammes, si je peux me permettre l'expression, avec cette nouvelle version. Une version boostée aux hormones, puisque on y a ajouté la boucle Robin des Bois très très forte, qui permet d'altérer au tour 3 un monstre pour aller gérer le board adverse. Donc ça c'est surtout... Enfin, il n'est pas joué uniquement dans ces cas de figure là, mais il est plutôt utile dans les match-ups où vous cherchez à vous défendre au début. Vous allez pouvoir altérer très tôt une 3-6 qui va, en plus de détruire le board adverse, va vous permettre de lorer à distance et de piocher une carte lorsque l'adversaire vous détruira votre Robin des Bois. Dans la même idée, on joue toujours la boucle de la reine, enfin tout du moins dans cette version. Encore une fois, il y a plein de versions, on en a vu une récemment qui a perfé sans les flûtes du dormeur, mais le joueur qui la contrôle est tout simplement un monstre. Il s'agit de 2 Candio pour ceux qui connaissent. Lui il se permet de jouer des versions sans flûte et de remporter un tournoi à 300 joueurs. Je vous laisse imaginer le niveau de la personne. Bref, la reine, ça va vous permettre pareil de contrôler le board adverse en... bon, il vous faut 2 créatures sur votre board, mais ça va vous permettre, tout comme le Robin, de contrôler très tôt le board adverse pour pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Vous jouez des petites cendrillons
fait sensation au bal, un des gros hits du set 3 qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est Méloman 3, donc ça vous permet d'aller tout de suite chanter des chansons, et comme vous le voyez, vous en avez une flopée de chansons. Vous allez pouvoir jouer, chanter dès le tour 2 des chansons comme Perdu dans l'hiver, qui vous permettent d'infliger 2 points de dégâts à un personnage adverse et de piocher une carte. Vous allez pouvoir chanter Plus ardent que le feu des volcans dès le tour 2, même si c'est un peu moins utile. Et la dernière, la petite dernière, le Il en faut peu pour être heureux, qui, cette carte va vous permettre d'aller défausser spécifiquement une carte dans la main de votre adversaire. C'est plutôt fort, d'autant plus quand on peut la chanter gratuitement avec une Cendrillon. Pour continuer dans les chansons, on a évidemment la grosse chanson aussi du set 3, Quand soudain survint Zeus, qui permet de faire 5 de dégâts à un lieu ou un personnage. Vous pouvez vous débarrasser de nombre de personnages pénibles, tout en le chantant évidemment avec vos haltères fraîchement faits. Forcément on joue ce rêve bleu, la meilleure roue de l'Orcana, qui vous permet de défausser votre main et de repiocher cette carte. Si vous le chantez, c'est gratuit, ça vous permet de vous refaire une petite santé et de jouer immédiatement les cartes de votre main. C'est évidemment une carte qu'on va vouloir chanter, absolument pas une carte qu'on va vouloir jouer et ne rien faire d'autre dans le tour, sinon on donne juste cette nouvelle carte à votre adversaire. Et c'est franchement pas terrible. Pour vous défendre contre les decks aggro qui iraient un peu trop vite, vous pouvez éventuellement compter sur Tuons la bête, qui inflige 2 de dégâts à tous les personnages adverses, tout simplement. Ça permet de faire le ménage et globalement d'étouffer les decks agressifs. Ensuite, on joue le nouveau Monsieur Mouche. Lui, si vous le connaissez pas, vous allez apprendre à l'aimer pour 2 ancrables, une tour 3-3 qui leur 2, qui s'inflige 1 de dégâts lorsqu'elle finit le tour épuisé et que vous n'avez pas de capitaine en jeu. C'est le cas dans cette version-là. Encore une fois, il y a plusieurs versions qui existent. C'est un très bon loreur qui se défendra très bien. Donc en gros, c'est une carte qui est très forte par elle-même, qui est globalement, je vais m'avancer un peu, mais auto-inclus dans tous les decks gris. Vu ses capacités. La Ariel qu'on présente plus, qui permet d'aller chercher une de vos nombreuses chansons et de la chanter au tour suivant, puisqu'elle est Méloman 5. C'est de la pioche, ça chante, c'est très fort, on la connaît, c'est joué depuis la saison 1. L'autre carte qui revient un peu en force vu la recrudescence des objets qui sont assez utiles dans la méta, c'est le Benja. Pour 3 ancrables, une 2-3 qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir tout simplement. Donc si jamais l'adversaire n'a pas d'objet et qu'il n'en joue pas, c'est tout simplement un très bon loreur au tour 3. Sinon, évidemment, vous allez peut-être préférer la jouer sur les objets clés comme la plume en forme d'arête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet? L'hameçon de Maui en rouge, d'ailleurs qui n'était pas présente dans la version que je vous ai présentée, mais qui est dans beaucoup d'autres versions. La réponse qui recule un petit peu puisqu'on n'a plus que 2 exemplaires. Je pense qu'on a suffisamment de pioches avec la mort du Robin des Bois ou Perdu dans l'hiver, et évidemment ce rêve bleu, pour jouer un petit peu moins de réponses que pendant le set 1 où c'était vraiment le moteur de pioche par excellence qui vous faisait globalement, qui vous proposait tout du moins de gagner la partie assez facilement. Piocher 3 c'était pas très impressionnant mais très très fort dans les faits. Comme si ça ne suffisait pas, vous allez également pouvoir altérer la grande Cendrillon au cœur vaillant sur votre petite Cendrillon. Sa capacité, c'est qu'elle peut attaquer les personnages redressés si vous avez joué une chanson pendant votre tour. Vous imaginez qu'en jouant 21 chansons, ça va être souvent le cas. Elle a résistance 2, elle lore 3, elle est 5-5, bref, elle a des stats tout simplement parfaites. Elle rentre parfaitement dans ce deck là, c'est pour ça qu'elle y est d'ailleurs. Dans cette version là, encore une fois, toutes les versions ne la jouent pas forcément. Et pour compléter la decklist, évidemment 4 flûtes du dormeur pour pouvoir profiter au maximum de vos chansons et l'aurer à distance et ainsi gagner bon nombre de matchs. 18 non ancrables, attention tout de même à votre mulligan de départ puisque vous pourriez vous retrouver bloqué. On passe au 3e deck qui domine actuellement la méta. Alors je dis actuellement parce que ça peut être voué à tourner un peu, hein. Les métas c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue, qui change en fonction de la semaine, des decks qui deviennent à la mode, des decks qui deviennent
un peu moins à la mode, le système un peu de poule renard vipère. Si un deck devient plus gros, forcément son contre va arriver naturellement dans la méta, ce qui va induire une nouvelle niche qui va s'ouvrir pour un deck qui se faisait prédater par un autre deck. Bref, vous l'aurez compris, c'est un environnement vivant et évolutif, c'est pour ça qu'il y a souvent des nouveaux meilleurs decks, j'ai envie de dire, et là c'est tout simplement le vert-gris, pardon, vert gris des fosses, plutôt mid-range, la version de Specie qui semble faire consensus à l'heure actuelle. Pour la petite histoire, en fait, il a préféré jouer le Prince Jean plutôt que la Bucky, et donc ça a induit plusieurs autres changements. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai fait la vidéo d'ailleurs qui n'est pas sur le truc, je vous mettrai le lien en haut à droite, si je ne me trompe pas, pour que si ce deck vous intéresse, vous puissiez aller voir un peu de gameplay et une explication sans doute plus approfondie. Sinon, pour expliquer le deck assez rapidement, on profite de la nouvelle mouture du vert avec le 7-3 et notamment son début de game assez explosif. Comme vous pouvez le voir, le début de game est pratiquement 100% vert, puisqu'on va jouer les Ondins Ensorcelés en tour 1, les Flynn Rider au tour 2, le Prince Jean au tour 3. Si vous faites ceci, si l'adversaire vous détruit vos Flynn Rider après et Ondins Ensorcelés après que vous ayez posé le Prince Jean, en plus de défausser une carte, vous allez vous en piocher une, c'est très fort. S'il ne les gère pas, c'est tout simplement la victoire en très peu de tours. Vous allez pouvoir l'embêter un petit peu en allant d'une, checker sa main, de deux, en lui enlevant une chanson. On a vu que les chansons sont quand même assez fortes, notamment le gris vert qui souffrait énormément des Soyez prêtes. La Ursula permet globalement de prévoir un peu et d'essayer d'aller checker la main adverse pour voir si on peut se commit ou si au contraire il faut faire attention parce qu'il peut avoir deux Soyez prêtes en main. Vous allez pouvoir lui retirer ses Soyez prêtes s'il en a en main. C'est très plaisant, ça synergise encore une fois avec le Prince Jean. Si vous l'avez sur le board, vous allez pouvoir piocher une carte. La Ursula, la plus perfide de toutes, qui permet de chanter les chansons en double. Du coup, on joue comme chanson principalement des chansons qui font des dégâts ou qui font défausser ou qui font piocher. Il y a une autre version qui, au lieu de jouer les Crois-moi j'ai vu pire, joue plutôt les plus ardents que le feu des volcans. Ce sera en fonction de votre sensibilité à vous, de vos préférences. Donc vous allez pouvoir faire 4 de dégâts et piocher 2 cartes, c'est très fort. Lui faire défausser 2 cartes et éventuellement, si vous avez votre Prince Jean, en piocher 2. Crois-moi j'ai vu pire, vous piochez 4 cartes, vous en défaussez 2. Vous commencez à comprendre à chaque fois qu'il y a le mot défausser. Si vous avez le Prince Jean, vous allez pouvoir vous refaire une santé. Comme dans le deck gris-jaune, vous allez embarquer des Benja. Cette fois-ci, il y en a 4. Ce sont d'excellents loreurs puisqu'il leur pour 2 et ils vont vous permettre d'aller chercher des objets en face. Le frère Tuck, la petite touche originale de ce deck, une carte que l'on n'avait pas vu venir, qui vous permet, si l'adversaire a plus de cartes que vous, de le faire défausser. On pense au Prince Jean. Sinon, c'est vous qui allez vous défausser, mais ce n'est pas très grave parce que vous avez beaucoup de moyens de piocher. Donc en général, on accepte. La bête qu'on présente plus, 3-5 pour 5 ancrables qui leur 2, qui vous fait piocher 2 cartes au début du tour si elle n'a pas de dégâts. Si elle a des dégâts, ça devient une 7-5, donc c'est tout simplement énorme. Le Robin des Bois qu'on n'avait pas non plus vu, la petite nouveauté du deck, c'est ce Robin des Bois qui leur 4, un monstre en termes de lore. Votre adversaire va devoir le gérer tout de suite. S'il le gère tout de suite, ça veut dire que potentiellement il laisse le reste de votre board tranquille, le reste de votre board qui globalement, comme vous pouvez le voir, lore beaucoup. Un deck assez mid-range, assez agressif, qui va vider la main de votre adversaire et un petit peu le prendre au cou pour l'empêcher de respirer et gagner assez vite. L'idée du deck globalement, c'est de gagner plus vite que les rouges violets et le gris jaune et le bleu rouge, évidemment, le bleu rouge que je vous présente juste après. On a aussi pour compléter ça la fée clochette qui ira très bien chercher les bêtes adverses et qui vous permettra aussi de faire beaucoup de trades avantageux, de splasher 2 de dégâts sur des petites créatures à côté. Bref, une carte très forte qui va avoir le droit à son tapis dans le set 4 d'ailleurs, un tapis qui sera du coup très beau. Ensuite on joue 4 Baboom pour infliger 2 de dégâts en début de partie. Ça peut permettre de protéger vos petits loreurs et d'embêter votre adversaire. On prend évidemment toujours pareil un objet, enfin une action qui vous permet d'aller bannir
détruire les objets ou les lieux, parce que les lieux c'est très pénible, nous on n'a pas envie de perdre du temps à taper dans des lieux, en plus on n'a pas des cartes qui ont énormément d'attaques pour aller chercher facilement les lieux, donc on va préférer les détruire tout simplement. Les 3 chansons, et on a fait le tour de la meilleure version à l'heure actuelle du vert gris, et on va passer au 4e deck pour moi qui domine la méta. Je veux bien évidemment parler du rouge bleu contrôle pur, avec donc la faiblesse de ce deck, c'est évidemment son début de partie, puisque vous allez être très sensible aux decks agressifs qui vont aller plus vite que vous. Pour contrer ceci, vous allez inclure dans votre deck des reines de cœur, des 2-2 pour 2 ancrables qui chargent, qui sont très efficaces donc pour aller chercher tout un tas de créatures en début de partie. Sinon, votre début de partie idéal, il est très simple, c'est plutôt glace à l'eau ou développe ton cerveau pour piocher et creuser votre deck tout en vous assurant une transition entre le début et le late game plutôt en douceur. Tour 2, vous allez jouer globalement Je vole. C'est même la seule carte que vous pouvez jouer à ce moment-là. Donc de l'accélération, on le préfère au Mickey. Encore une fois, c'est une question de choix. Vous pouvez très bien réussir à placer 4 Mickey plutôt que 4 Je vole. Ce sera en fonction de ce que vous aimez faire. Au T3, on va adorer jouer la plume en forme d'arête pour continuer à s'accélérer en mana. Vider sa main, c'est pas très grave parce que normalement vous avez de quoi piocher avec ce qui arrive juste après le Flavorsham au T4. Si vous avez réussi à mettre des glaces à l'eau, ou même vous pouvez sacrifier votre plume en forme d'arête pour aller chercher 2 cartes. Vous avez 2 cartes qui vous permettent d'aller creuser dans votre deck, c'est la grand-mère Tala, gardienne des histoires ancestrales, une 3-3 pour 4 ancrables qui leur 1, qui vous permet de regarder les 2 premières cartes de votre deck, d'en piocher une et de remettre l'autre dessous. Vous allez pouvoir trier un peu votre deck, et l'autre carte qui vous permet de faire ça, c'est un petit peu l'horreur fou de ce deck là, c'est le Gaston, qui lui vous permet non pas de regarder les 2 mais les 3 premières cartes, d'en piocher une et de remettre les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Évidemment on joue le Gaston, on se doute qu'il va pas survivre très longtemps, c'est pour ça qu'on embarque 2 petits sous-fétiches qui vont vous permettre de l'orer, de poser votre Gaston, de récupérer une carte qui vous intéresse, et pour 2 de plus d'aller chercher 3 de l'or. Le sous-fétiche, globalement, il est vraiment là dans ce deck pour faire du lore dès que vous posez vos personnages. En gros, vous estimez, ou pour aller plus vite, pour accélérer si l'adversaire n'arrive plus à contrôler votre board. Ensuite, on joue évidemment le Maui. On a un deck contrôle, on a envie de contrôler le board et de ne pas se faire déborder. On va jouer 2 Madame de Tremaine qui iront chercher une créature au hasard dans le board adverse, 2 Madame Médusa qu'on a déjà présenté, qui iront chercher spécifiquement des cartes avec 3 d'attaque ou moins. On joue le Tamatoa 5-8 qui peut éventuellement lorer énormément en fin de partie, surtout si vous avez réussi à accumuler beaucoup d'objets. On en joue quand même 11, donc il peut lorer beaucoup potentiellement. 4 maléfiques pour aller détruire les personnages adverses et poser un énorme ton. Je vous avais prévenu, c'est un deck contrôle, évidemment. 4, soyez prêtes, parce que bon, pourquoi se priver? Si on est un deck contrôle, on a envie de raser le board et de retarder au maximum la partie, puisqu'on sait qu'en fin de partie, on est bien plus monstrueux que l'adversaire. Seulement 2 manoirs de Picsou, évidemment. Après manoir de Picsou, puis soyez prêtes, c'est tout simplement infâme pour votre adversaire. Et pour compléter ce deck ultra aggro, on va y inclure un hameçon de Maui qui va permettre de synergiser du coup avec votre Maui, ou de protéger un de vos loreurs fous en lui donnant insaisissable, ou de donner plus 3 d'attaque à un de vos personnages pour aller gérer un quelconque personnage en face. La carte que j'ai pas présentée, c'est Judy Hopps qui revient en force à ce moment-là de la méta. Elle vous permettra de détruire un objet adverse ou un de vos propres objets pour piocher un, et de l'aurer 2 en plus, donc c'est très fort. C'est un peu l'équivalent du Benja, sauf que vous pouvez vous cibler vous et que vous faites piocher une carte à vous ou à votre adversaire, donc c'est un peu plus versatile que le Benja qui lui est juste là pour détruire un objet adverse. Là vous pouvez aussi le faire sur vous pour vous assurer de la pioche et ainsi faciliter votre transition entre le mid, le début et le late game que vous cherchez absolument à aller retrouver.
On passe aux decklists qui pour moi sont un peu en dessous. Je ne veux pas dire qu'elles sont mauvaises, mais disons qu'elles auront plus de mal à gagner des tournois et à écraser tout le monde que les 4 premières. On a notamment la version Tempo Aggro en vert violet qui elle va essayer de gagner assez vite, de temporiser l'adversaire, de ralentir au maximum, de retarder les menaces qu'il peut poser, notamment grâce au kit. Sinon en T1 on aura bien sûr les Onda ensorcelés et Flynn Rider qui seront un peu des cartes de base maintenant du vert. Vous y ajouterez les adeptes de Tchernabog qui peuvent vous permettre de piocher une carte lorsque vous partez à l'aventure en les bannissant. Le Rafiki si jamais vous êtes deuxième et que vous sentez que l'adversaire va vouloir aller plus vite que vous. Évidemment la Madame Mime, Serpent et Renard pour protéger un petit peu vos ultra loreurs ou remonter des cartes à effet lorsqu'elles sont jouées. La Ursula en bobineuse pour aller checker la main adverse et lui enlever tout ce qui pourrait, toutes ces chansons qui pourraient avoir envie de jouer pour détruire vos petits loreurs ou des soyez prêtes en plus tard dans la partie pour protéger votre board. Cette fois-ci la Maléfique Sorcière est jouée, elle vous permet de piocher une carte. Le Merlin pareil pour aller prendre des trades un petit peu avantageux, notamment avec un kit qui une fois joué n'est pas sans sas, ou une Ursula pareil qui manque un peu de peps une fois qu'elle est posée sur le board. Vous jouez évidemment Ursula, la plus perfide de toutes, qui vous permettra de chanter en double 2 chansons très très puissantes. Mes amis de l'au-delà, pour vous refaire une main complète, vous allez piocher 4 tout simplement, et n'écoute que moi pour, toujours pareil, retarder au maximum l'adversaire en lui remontant jusqu'à 2 créatures qu'il aurait posées, pour encore une fois protéger votre board et continuer à prendre de l'avance en lore. Ensuite le Merlin Lapin et Merlin Chèvre. Merlin Lapin toujours pareil pour piocher et essayer d'avoir toujours un peu de continuité dans votre manière de jouer. Le Merlin Chèvre qui lui va vous permettre de des fois gagner les points de l'or qui pourraient vous manquer en fin de partie. Très très intéressant, vous pouvez évidemment en abuser en le remontant et en le rejoignant immédiatement. 2 Yzma qui sont un petit peu vos seules cartes contrôle du paquet pardon, si jamais vous voulez les jouer pour contrôler un petit peu une carte qui vous embêterait énormément. J'ai pas d'idée en tête, mais vous pouvez aussi vous en servir pour renvoyer une carte que vous avez qui ne vous sert à rien ou qui se fera tuer au prochain tour pour piocher 2 cartes et donc continuer à avoir un peu de lien entre votre main et votre board. Et pour finir vous allez jouer 3 châteaux de la reine, toujours pareil que dans la version rouge-violet, une carte qui est très forte si vous avez l'avantage, qui va vous permettre de lorer 2 passivement et de piocher. Donc lorsque vous êtes un peu derrière l'adversaire, je pense pas qu'il faut la jouer, sauf si l'adversaire a un board très très faiblard, sinon on va plutôt l'ancrer. Si vous êtes devant par contre c'est tout simplement al dente, notamment après un kit T3, si l'adversaire a rien en jeu, si vous jouez au T4 un château de la reine et que vous avez encore vos deux petits loreurs en jeu, vous allez tout simplement probablement tout du moins gagner la partie assez facilement. Une decklist plutôt complexe à jouer qui vous demandera quand même pas mal d'expérience dessus, mais si vous la jouez bien vous aurez probablement beaucoup de victoires avec, notamment lorsque vous êtes premier joueur. Elle est beaucoup plus sensible au fait d'être deuxième joueur que notre decklist, c'est un peu son point faible. Si vous êtes deuxième et que vous la jouez pas très bien, vous allez globalement vous faire éclater et ne pas apprécier cette decklist là, qui est pourtant très très sexy. Ensuite, on a un autre deck qui pour moi est un peu en deçà, c'est le deck gris-bleu Big Ben. Donc en fait le but de ce deck là c'est de poser Big Ben sur le board, de poser un board du coup qui va avoir résistance +1 et qui va être globalement très dur à aller chercher pour votre adversaire, et de gagner la partie tout simplement comme ceci. Vous allez jouer Captain Crochet, Monsieur Mouche pour vous assurer des débuts de game assez tranquilles. Notez que le Monsieur Mouche du coup, si vous avez un Captain Crochet en jeu, ne prendra pas de dégâts puisque le Capitaine Crochet est un capitaine. Pour vous accélérer en encre, le Mickey Mouse Détective, le Flaversham évidemment puisque vous jouez 4 glaces à l'eau et 4 plumes en forme d'arête, ça va vous permettre de piocher et de vous accélérer encore un peu plus en mana.
Ensuite, la bête, incontournable, quand on joue gris globalement, le Gaston qu'on a vu dans le rouge-bleu qui vous permettra d'aller gratter dans votre deck pour trouver ce qu'il vous faut et de l'aurer beaucoup. La fée clochette parce qu'elle est tout simplement infâme elle est tout simplement infâme quand l'adversaire a du board, elle permet d'aller prendre les trades que vous voulez et de faire des dégâts où vous voulez. Rien à cacher qui n'est pas obligatoire, c'est vraiment une carte un peu filler. Pour vous regardez la main de l'adversaire et vous piochez une carte. C'est un peu une carte recyclable qui vous permet de prendre de l'information. Vous pouvez évidemment en changer. Une carte qui va vous permettre de gérer les objets et les lieux, parce que ce deck là, pareil, vit très mal les soyez prêtes, donc on veut gagner globalement assez vite, et pour ceci on n'a pas envie de perdre du temps à aller taper les lieux adverses, on préfère qu'une carte le fasse pour nous. Développe ton cerveau parce que c'est tout simplement très fort, vous regardez les deux cartes de votre pioche, vous en mettez une dans votre main et l'autre en dessous, c'est un peu le même effet que le Gaston, pour moins cher. Ensuite on joue évidemment beaucoup de chansons, ce rêve bleu parce qu'une fois que vous avez votre board, une fois que vous avez votre Big Ben et une partie de votre board en jeu, vous allez vouloir chanter ce rêve bleu pour continuer à faire grossir votre board. Tuons la bête parce que les agros c'est pénible et si on peut les détruire assez rapidement, on ne s'en prive pas. Quand soudain sur Vanzos parce que pareil, ça cible les lieux, ça cible les personnages, ça fait beaucoup de dégâts et c'est très fort. Et enfin 4 manoirs de Picsou puisque une fois que vous avez votre board, vous allez pouvoir globalement vous prendre un soyez prête. Si vous arrivez à setup un manoir, ça va vous faciliter grandement la partie. Énormément de non-ancrables aussi, 17, attention lorsque vous jouez ce deck à pas vous faire trop surprendre. Le deck globalement marche très bien, il est très agréable à jouer, c'était une des surprises de fin de méta du set 2 qui s'est du coup propagée en set 3 avec un très beau deck qui pour moi est un peu en dessous des 3 autres decks, des 3 decks dominants. Et enfin, pas enfin, il reste encore quelques decklists. Le deck que tout le monde a eu envie de jouer au reveal des cartes, c'est évidemment le deck Jafar ce rêve bleu. Lorsque vous jouez Jafar, si vous chantez ce rêve bleu, vous allez piocher 7 et donc faire 7 de l'or. Vous connaissez certainement, vous l'avez certainement déjà joué ou vous l'êtes déjà pris dans les dents. Ça peut faire très mal, d'autant plus que si vous avez un Robin des Bois, lorsque vous chantez au tour 5 avec votre Jafar, vous pouvez potentiellement retrouver un ce rêve bleu et du coup le rechanter avec Robin des Bois, un potentiel de 14 l'or en un tour, tout simplement un OTK. Le premier deck un peu OTK de l'Orcana, très agréable à jouer. Des fois c'est un peu frustrant parce que vous n'arrivez pas à poser vos Jafars ou il vous manque une carte de combo et ce qui fait que vous faites pas non plus grand chose avec ce deck là, même si vous pouvez gagner sans le Jafar. Le Jafar c'est un peu pour clôturer les games net. Vous pouvez aussi gagner tout simplement en utilisant vos fées clochettes ou toute autre carte qui l'or, enfin les Monsieur Mouche par exemple. Ça joue le Capitaine Crochet en T1 pour se défendre, le Robin des Bois idéalement si vous avez le grand Robin des Bois en T3. Il y a des versions qui jouent la fée bleue, pourquoi pas, c'est aussi très très fort puisque dès que vous allez poser un alter, vous allez pouvoir piocher une carte et donc augmenter vos chances de récupérer votre combo. Le Jafar gris qui vous permet d'aller chercher des insaisissables mais qui surtout sera votre support à alter pour le gros Jafar, le Monsieur Mouche qu'on a déjà vu, la boucle fée clochette que vous connaissez certainement, le Jafar gardien des secrets puisque c'est une X5, X étant le nombre de cartes que vous avez en main, beaucoup plus dur à aller chercher que le petit Jafar qui se prend globalement un peu toutes les chansons du monde, voire même des Pinocchio qui le font s'engager et le trade est assez facile. Le gros Jafar c'est plus dur d'aller le chercher, c'est pour ça qu'il en joue 2 et non pas 4 parce que vous en avez assez puisque vous avez aussi le Jafar serpent cuirassé en autre support à alter pour votre gros Jafar. Lui lorsque vous en bannissez un lors d'un duel, vous piochez une carte. Pareil, ça vous permet de vous rapprocher de votre combo et donc de la fin de partie. 4 Merlin Lapin, pareil, la pioche, on va pas redire sans cesse la même chose. 4 Mes Amis de l'au-delà, évidemment pour la même chose.
qu'en soudain sur Vanzus pour gérer les créatures qui vous embêteraient en face, 2 tuons la bête pour faire taire les agros, 4 sur rêve bleu évidemment, 2 libérer les titans puisque pareil on n'a pas envie de s'embêter avec les lieux ou les objets, et enfin 4 châteaux de l'arène si vous êtes devant et que vous n'arrivez pas trop à trouver votre Jafar, ça peut vous permettre de patienter et de continuer à faire du lore. Une decklist qui joue 14 non ancrables, un peu technique à jouer, disons que c'est un deck OTK donc il faut piocher beaucoup, il faut que l'adversaire vous laisse globalement poser un Jafar sur le board. Si l'adversaire tue tous vos Jafars à vue, ça va être assez compliqué de faire votre combo, et vu que ce deck est un peu all-in sur ce combo là, ça peut être complexe parfois à manœuvrer, même si la fée clochette peut vous permettre de tout simplement gagner suffisamment de temps, voire de gagner du lore, voire de gagner tout simplement la partie comme ça. Une decklist très agréable à jouer, mais pareil, c'est un deck OTK, donc en gros vous allez pas trop vous intéresser à ce que fait l'adversaire. Vous, ce que vous voulez, c'est gagner en un tour, et donc faire chanter ce rêve bleu à votre Jafar. À voir si vous aimez ce genre de deck. En tout cas, c'est une decklist qu'on retrouve souvent dans les top 8 de tournois. Alors pas forcément cette version, encore une fois il y a plein de versions différentes, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. On enchaîne avec 3 autres decks. Oui, je crois qu'il en reste que 3, notamment cette nouvelle version, un nouveau deck, un gris-violet ultra aggro, qui peut potentiellement profiter du doute que vous allez semer lors du mulligan. Est-ce que l'adversaire va penser que vous jouez plutôt un Jafar et donc qu'il a du temps et qu'il lui faut plutôt du late game, enfin du mid game, ou alors est-ce qu'il va penser que vous jouez un deck ultra aggro et auquel cas il va préparer toutes les cartes qu'il lui faut pour faire face à vous. Vous pouvez en profiter notamment en ladder, peut-être un peu moins en tournoi, notamment si c'est en BO3, vous allez peut-être avoir l'effet de surprise au premier tour mais pas forcément au suivant. Ça en reste néanmoins un très bon deck aggro qui peut gagner ultra vite, notamment grâce au maléfique des 1-1 pour 1 Killer 2 que vous connaissez certainement, des Olaf et des adeptes de Chernabog. Adeptes de Chernabog, ça vous permet de faire du lore et de piocher pour toujours avoir de la continuité. Madame Mime, on la présente plus avec la Madame Mime Renard qui vous permettent de remonter des cartes en main pour soit les ancrer, soit les protéger, soit ce que vous voulez. Bref, ce sont de très bonnes cartes qui ont en plus des très bonnes stats. Une 3-3 qui arrive au tour 2, c'est fort. Le petit Pinocchio qui l'aura pour 3, 1-1 pour 2 non ancrables. L'horreur par excellence qui fera trembler vos adversaires s'ils n'arrivent pas à le gérer. Monsieur Mouche parce qu'il lore très bien, il se défend très bien. Pourquoi s'en priver? Arthur qui sera tout simplement démentiel dans ce deck là, puisque lorsque vous envoyez ce personnage à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main pour l'aurer 2 de plus, c'est-à-dire qu'il l'aura 3. Ça fonctionne très très bien évidemment avec le Merlin Chèvre et le Merlin Lapin pour faire du lore ou piocher. Ça fonctionne extrêmement bien aussi pour protéger vos petits loreurs. On ajoute à ça une Maléfique Sorcière pour piocher un petit peu, 2 remparts pour protéger votre board si vous avez réussi à le setup en début de partie, un rempart qui lui va plutôt bien se défendre, le Hercule vrai héros qui aura 3 d'attaque, ou alors le Prince n'abandonne jamais qui lui leur aura 2, aura résiste 1 mais par contre fera très peu de dégâts à vos adversaires. Pour vous aider en début de partie, évidemment l'emberlificotage qui vous permet de renvoyer un personnage ou un objet coûtant 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça va être très utile pour protéger votre board en début de partie. Plus ardent que le feu des volcans, très fort si vous arrivez à setup un board, sinon c'est une très bonne encre. 3, mes amis de l'au-delà, toujours pareil pour piocher. La pioche, ça vous permet de flood le board, ça vous permet d'avoir beaucoup de l'horreur et donc de gagner très vite. Et un petit grimoire du sorcier pour éventuellement aller chercher les points de l'or qui pourraient vous manquer en fin de partie. Ça fait beaucoup de decks, mais il en reste encore 1 ou 2 ou 3, 2. Il me semble qu'il en reste 2. Le Mufasa Roulette, donc ça c'est des decks qui sont un peu plus exotiques. Vous allez pouvoir en rencontrer, vous allez pouvoir vous faire surprendre si vous ne les connaissez pas. Pour moi c'est des decks qui sont quand même en dessous des autres, mais qui valent la peine qu'on s'y attarde un petit peu. Le Mufasa Roulette que vous avez certainement vu ou connu au set 2, il revient dans une version qui se défend bien, notamment avec les Pluto 0-2 qui vont permettre de jouer plus rapidement des personnages, puisque lorsque vous l'engagez, vous allez pouvoir
jouer un personnage pour un de moins, les mini, les Simba pour protéger votre board, la Mergotel parce que là évidemment en rouge-jaune il n'y a pas beaucoup de pioches donc vous allez jouer Mergotel réponse pour vous assurer de la pioche, le Balou que je trouve très très fort, une 0-3 qui a rempart et lorsqu'elle meurt vous gagnez 2 éclats de l'or, une très bonne carte de protection, même si elle fera 0 dégâts à votre adversaire, donc ça c'est vraiment son gros point noir, elle est non ancrable, mais par contre l'adversaire sera obligé de vous donner de l'or, ça peut avoir son importance dans certains match-up. Le Pongo qui vous permet de payer 2 pour révéler la première carte de votre pioche, si c'est une carte personnage et surprise on joue que des personnages, vous pouvez la mettre dans votre main, c'est de la pioche, pour 2 vous piochez 1, pour 4 vous piochez 2, c'est pas trop mal, c'est même très fort. Les profs qu'on connaît pour continuer à s'accélérer en mana, tour 3 vous posez votre prof, tour 4 vous l'engagez, vous posez illico presto un Mufasa, ce qui vous accorde beaucoup de résilience sur le board puisque lorsqu'il meurt, vous révélez la première carte de votre deck et vous la jouez gratuitement épuisée. La mini surfeuse élégante, une loreuse, une très bonne loreuse qu'on connaît depuis le set 2, le Hades pour aller rechercher des cartes que l'adversaire aurait pu tuer, que vous avez envie de rejouer, donc très bien. Le Pongo insaisissable puisque ce deck là veut gagner quand même assez vite, donc les cartes insaisissables sont assez pénibles. Vous jouez la mini qui est insaisissable, le Pongo qui est lui aussi insaisissable et qui leur 2, c'est très chiant. Le Maui parce que même dans des decks qui ne sont pas purement contrôle, c'est tout simplement très fort d'aller taper la créature que vous voulez. L'hydre qu'on n'a pas beaucoup vu encore dans cette saison, mais qui a quand même un énorme potentiel, alors peut-être plus dans les saisons d'après, mais globalement c'est une 6-5 pour 6 non ancrable qui leur 2. À chaque fois que ce personnage subit des dommages, choisissez un personnage adverse et infligez-lui le même nombre de dégâts. Ça marche très bien si l'adversaire veut vous la gérer, ça marche très bien lorsque vous attaquez un personnage adverse, puisque vous allez l'attaquer et les dégâts qu'il vous inflige, vous allez les reporter sur un personnage adverse. Ensuite évidemment des Madame de Tremaine qui profiteront énormément de la roulette du Mufasa pour encore une fois aller gérer le board adverse, les Madame Médusa dans la même idée, la Maléfique dans la même idée, et enfin le Tchernabog qui peut, plus la partie s'éternise, plus il va vous coûter pas cher. C'est une 9-9 qui leur 3, c'est un monstre et qui vous permet de remélanger toutes les cartes dans votre deck, donc notamment si vous avez plus de Mufasa, ça peut être toujours très fort de les remettre tous dans votre deck et du coup de pouvoir les repiocher au tour d'après. Une decklist quand même assez solide qui mérite d'être connu, voire d'être joué si vous adorez le côté roulette. Moi je l'ai beaucoup joué en set 2, il y a moyen que je le reteste prochainement. Et enfin, il me semble que c'est la dernière decklist, oui c'est la dernière, le jaune-violet hyper aggro Kida, qui est si vous voulez jouer un aggro, globalement, vaut mieux jouer le vert-violet ou le gris-violet, mais cette decklist là est quand même très forte, puisque vous allez jouer, vous allez beaucoup vous compter sur la grosse Kida. Lorsque vous avez réussi à installer un board, vous allez pouvoir réduire l'attaque de votre board et du board adverse de -3 pour chaque créature et globalement vous donner un tour de plus. Ça peut être donc très fort si vous avez réussi à poser beaucoup de boards. Vous allez dire à l'adversaire non, tu ne défieras pas mes créatures au prochain tour, et du coup je vais pouvoir continuer ma course au lore, puisque pour courir vous allez avoir des Lilo, des Maléfiques, des Porcinés qui leur auront 3 dès que vous aurez au moins 2 autres personnages en jeu, le Simba et le Balou pour protéger votre board, la Wendy parce qu'elle a 3 de défense et elle leur 2, Madame Mime Renard et Madame Mime Serpent toujours pareil pour protéger vos petits loreurs. Le Merlin Chèvre et le Merlin Lapin qu'on ne présente plus en violet, mais qui vont vous permettre de gagner du lore et ou de piocher des cartes. L'emberlificotage pour ralentir le deck adverse et protéger vos petits loreurs en début de partie. Il en faut peu pour être heureux parce que c'est très fort pour aller enlever les cartes qui peuvent vous embêter dans la main de votre adversaire. 4 mes amis de l'au-delà, parce qu'on le sait, la pioche c'est très important. Voilà, globalement
pour un balayage rapide de la méta de l'Orcana du 7.3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera pour vos tournois, voire vous aidera pour choisir un deck. N'oubliez pas, toutes les decklists qui sont présentées là ne sont pas figées dans le marbre. Vous pouvez évidemment en prendre une, vous en servir de base et la modifier suivant vos préférences, ou tout de moins ce que vous prévoyez que vous allez affronter beaucoup lors du tournoi que vous visez. Je sais pas si c'était bien français, mais j'espère que vous comprenez le sens. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, tout dépend du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!